Dans un article paru dans la revue Inter Art Actuel en 2015, l'artiste Anne Bertrand pointe du doigt l'institutionnalisation des centres d'artistes autogérés qui, lors de leur apparition dans les années 70, devaient incarner des diffusions alternatives aux musées et aux galeries commerciales. S'ils devaient encourager la prise de risque et l'expérimentation à en accepter les potentiels échecs, ils sont toutefois devenus de dociles petits musées assujettis à la course aux subventions et à leurs exigences de rentabilité. L'historienne de l'art Anne-Marie Bouchard observe quant à elle l'échec de la critique institutionnelle, intégrée aujourd'hui à même le discours muséal, observable entre autres par l'inclusion de pratiques artistiques et curatoriales qui critiquent ouvertement les institutions dans lesquelles elles évoluent. Devant cette incohérence inévitable, il semble difficile, voire inutile pour les artistes, de critiquer une institution qui semble a priori consciente de ses limites et ouverte à les dépasser constamment. Si beaucoup ont profité d'actes subversifs pour mieux s'intégrer aux instances de légitimation, il semble aujourd'hui plus efficace de simplement accepter les règles du jeu tel qu'il est. Toujours selon Anne-Marie Bouchard, la principale stratégie employée serait l'utilisation d'un jargon standardisé, mettant de l'avant un certain formalisme dans la réception du travail, alors que la démarche se targue bien souvent de traiter d'enjeux sociopolitiques, philosophiques, autoréflexifs ou autres. En débutant ma maîtrise en art visuel à l'UQAM, j'ai eu tôt fait d'observer plusieurs exemples de ces tendances normatives de la part de mes collègues de classe, de mes enseignants, de plusieurs autres entités de l'art contemporain, mais aussi émergeant de moi-même. Il m'a semblé nécessaire d'étudier la source de ce formatage, ses manifestations, ses raisons et ses conséquences. J'ai décidé d'employer la méthode auto-ethnographique pour mener mes recherches, en recueillant par l'écriture journalière des exemples de codes de conduite, des exemples d'incitation implicite ou explicite à les adopter, ou encore des exemples de résistance à ceux-ci. Cette méthode me semblait pertinente, parce qu'en tant qu'actrice du milieu que je cherchais à étudier, l'objectivité de mes observations était d'emblée impossible. Il me fallait dès le départ identifier mon point de vue informé et orienté, et me résoudre à travailler avec. J'ai donc noté plusieurs conversations et anecdotes vécues lors de mon parcours académique, dans ma vie professionnelle, dans mes moments de création, dans la mesure où ces éléments m'informaient sur ma problématique. J'étais alors en mesure, par la distanciation que permettait l'écriture avec ces événements, d'effectuer une inspection rigoureuse de mes comportements et de ceux de mes collègues, de les analyser et d'identifier les automatismes intériorisés. Je pourrais ensuite les combattre dans ma posture et ma pratique artistique, ou choisir librement et consciemment d'y adhérer. L'ensemble de ces données m'a permis de poser un regard sociologique sur les normes que je cherchais à expliciter par un regard très personnel sur les choses. Si ces données ont été puisées au départ dans la sphère plus ou moins intime, je suis convaincue qu'elles sont toutefois représentatives de phénomènes plus larges dans le milieu de l'art contemporain au Québec et dans les politiques culturelles mises en place. J'aimerais donc, dans le cadre de cette présentation, partager quelques-unes des situations observées lors de mes études à la maîtrise en art visuel à l'UQAM, afin d'identifier le contexte et le parcours de ma réflexion. Dans le cadre du programme de maîtrise, j'ai suivi un séminaire intitulé « Atelier de projet de création », lors duquel la professeure avait invité la directrice d'un important périodique en art contemporain à participer à la critique collective de nos projets de fin de session. Le but était bien entendu d'avoir un point de vue extérieur sur nos projets de création. J'avais présenté plusieurs gouaches de petits formats, environ 8,5 par 11, réalisées de façon très instinctive et brute, contenant des propos crus et des couleurs aguichantes. Ma présentation orale, dans un joual qui se voulait assez provocateur, avait mis le ton quant à la posture que je cherchais à adopter dans ma pratique artistique. Je cherchais à mettre en évidence le français dit international qu'on nous incite à employer dans le jargon de l'art contemporain et tourner en dérision les grandes thématiques abordées par les artistes dans leurs textes de démarche. L'invité m'avait alors demandé quelle était la différence, en tant qu'artiste à l'université en voie de professionnalisation, entre le travail que j'avais présenté et celui d'un adolescent. Il me semblait pourtant évident que je rejetais cette professionnalisation à laquelle elle faisait référence, et à laquelle elle insinuait toutefois que j'adhérais par défaut, puisque je m'étais inscrite au programme de deuxième cycle en art visuel. Il n'y avait, selon elle et selon plusieurs de mes collègues, aucune crédibilité à remettre en question l'institution artistique, alors que j'agissais à l'intérieur même de celle-ci. Cette intervention m'avait rendu énormément perplexe. De nombreux artistes avaient déjà posé des actes très provocateurs et démontré une certaine immaturité, si je puis dire, dans leur pratique ou dans leur discours. Artistes que nous avions d'ailleurs étudiés durant notre parcours académique. Je pense entre autres aux très cyniques vidéos de Painter de Paul McCarthy, dans lesquelles ce dernier, costumé de prothèses en caoutchouc lui faisant un nez, des oreilles et des mains énormes, se moque du personnage de peintre, de l'inspiration artistique et des relations avec les collectionneurs.
Il s'agissait pour moi d'un exemple comme un autre d'un type de posture qu'il était possible d'adopter en tant qu'artiste. Son caractère dérisoire m'avait incité, par la caricature peu flatteuse qu'il faisait du système de l'art, à prendre conscience du rôle et de la responsabilité de l'artiste dans ce système. Cela étant dit, cette vidéo fait partie aujourd'hui de la collection de la très prestigieuse Tate Britain de Londres. Un bel exemple, donc, de l'accueil et l'intégration de la critique institutionnelle à même l'institution artistique et de sa potentielle futilité. Il m'a semblé que le programme de maîtrise privilégiait davantage l'adoption de la posture de l'artiste-chercheur et l'orientation critique des pratiques vers des enjeux externes au champ de l'art. Par conséquent, plutôt que de remettre en question certaines normes disciplinaires admises comme nécessaires et acceptables, on nous enseignait davantage à les suivre. Dans le cadre d'un autre séminaire, intitulé quant à lui « Atelier de projet de création 2 », le professeur avait invité un artiste dit professionnel à venir nous faire un exposé sur la façon de présenter nos projets pour des appels de dossier. La méthode enseignée allait faciliter la lecture du jury et permettre ainsi d'avoir toutes les chances de notre côté en vue d'être sélectionné. Il fallait produire des images photographiques dans une résolution en particulier et les mettre dans l'ordre chronologique de la réalisation des projets. Il fallait aussi s'exprimer de façon concrète sur notre projet d'exposition, parler des dimensions des œuvres et de leur inscription dans l'espace du lieu convoité. Je me souviens de m'être demandé en quoi la généreuse présentation de cet artiste professionnel allait améliorer la création artistique à proprement parler, ce qui m'avait pourtant semblé être l'objectif d'un cours intitulé ainsi. Dans son désir d'objectivité et d'uniformité, ce mode de présentation numérique de nos projets d'exposition renforce un code langagier de l'art contemporain qui perd de vue sa posture idéologique. Une discussion que j'ai eue avec une amie artiste, également étudiante à la maîtrise à l'UQAM, illustre bien cette dernière observation. Mon amie avait fait partie d'un jury pour un centre de diffusion en banlieue de Montréal. Une dame avait soumis son dossier et les photographies de ses œuvres étaient en fait des photographies de la dame elle-même, tenant ses peintures dans ses mains, sourire aux lèvres, dans un joli boisé. Cette dame n'avait très certainement jamais suivi un cours universitaire sur le développement d'un projet de création. Bien que nous ayons toutes deux été fort amusés de la situation, je constatais que mon regard et celui de mon ami avaient été bien formatés par notre parcours académique. On nous avait toujours incité à produire des images de nos œuvres sur fond blanc, réalisées en studio, avec un éclairage soi-disant neutre. Cela, certes, dans le but de mettre le plus possible en valeur nos œuvres sans qu'elles soient contaminées par des éléments photographiques parasites, mais aussi dans un but implicite de reproduire l'espace idéalisé que constitue le cube blanc hétérotopique des centres de diffusion. C'est dans ces endroits, après tout, que sont diffusées les pratiques des artistes professionnels, pas dans les jolis boisés. Il m'est dès lors apparu beaucoup plus difficile que je ne l'avais pensé, a priori, de refuser et même de nommer ces normes implicites, car elles étaient ancrées en nous depuis notre tout premier contact avec le milieu de l'art. J'avais osé m'exprimer en joual pendant ma présentation, en réaction au français international qui est majoritairement employé dans le milieu, mais j'avais tout de même bien rigolé avec mon ami des photographies de la dame pour l'appel de dossier. Et ce, même si j'avais pourtant été choquée qu'on nous enseigne la bonne façon de faire dans le cadre du séminaire. Si ces exigences de normalisation se font sentir dès notre passage à l'université en tant qu'artiste plus ou moins débutant, c'est qu'elles sont calquées sur un milieu artistique dit professionnel et sur ses institutions. Un autre ami artiste a également fait partie du jury de sélection pour une galerie de Montréal. L'année de sa participation, les expositions duraient environ 3 semaines. Pas moins de 177 propositions d'artistes avaient été reçues par la galerie pour environ une douzaine de plages horaires. L'année suivante, la durée des expositions avait augmenté, allant jusqu'à 2 mois, et la galerie avait reçu autour de 270 propositions pour environ 6 plages horaires. Les messages de refus qu'envoient les centres de diffusion aux artistes ayant soumis leur dossier comportent souvent ce genre d'informations. Il est toujours question du nombre croissant d'appelés et du nombre restreint de plages horaires disponibles, soulignant l'exclusivité des projets retenus et l'exclusion massive des non retenus. Si cela s'explique par le peu de fonds disponibles et par les astronomiques frais de montage, de démontage, de transport et de cachets versés aux artistes, les espaces de diffusion se voient bien obligés, par prudence administrative et économique, de sélectionner des artistes qui, bien souvent, ont déjà fait leur place dans le milieu. Les centres de diffusion créent par le fait même une compétition encore plus féroce entre les artistes pour l'obtention d'occasions de diffuser leur travail dans les lieux les plus prestigieux. J'ai pu observer ce phénomène sous une autre perspective alors que je me suis brièvement impliquée dans un centre de diffusion émergent à Montréal. J'appréciais beaucoup ce lieu, car son caractère désinvolte et humoristique contrastait avec les autres centres de diffusion qui se prennent beaucoup plus au sérieux. Plusieurs projets d'étudiants en baccalauréat, d'artistes émergents ou encore d'autres groupes excentriques y étaient présentés. La situation géographique du lieu de diffusion dans la ville de Montréal me plaisait beaucoup aussi,
car il était non seulement excentré des pôles culturels bien connus, mais se situait en plus dans un quartier défavorisé. Puisque le centre survivait grâce aux frais de location exigés aux artistes qui exposaient, sa liberté artistique était alors assez grande. On se permettait d'utiliser le joual dans les appels de dossiers et de location, d'employer du visuel humoristique low-fi et de performer un certain amateurisme autodérisoire dans les communications en général. Le centre existait déjà depuis plusieurs années, et ses membres fondateurs, pour la plupart eux aussi des artistes, des étudiants, épuisés par tant de travail bénévole par le faire fonctionner, cherchaient maintenant les moyens de pouvoir enfin se verser un salaire. La solution était bien entendu l'accès aux subventions, offertes par des organismes tels le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. Il était nécessaire, pour obtenir leur reconnaissance, de diluer l'essence même du centre pour en faire un organisme sérieux qui se méritait les subventions convoitées. Lors de mon intégration à l'équipe, un projet d'exposition impliquant plusieurs artistes reconnus avait été mis sur pied et les membres du centre espéraient que ce projet soit garant de sa crédibilité pour faire des demandes aux organismes subventionnaires. Ils pensaient ainsi pouvoir éventuellement cesser de diffuser les projets amateurs, entrer dans le réseau des centres de diffusion reconnus comme professionnels et obtenir enfin rémunération et légitimité. Le théoricien de l'art Éric Lecoguiec observe l'adhérence de la plupart des organismes subventionnaires au paradigme de l'artiste-chercheur, mais aussi de la part des autres instances du milieu de l'art, soit les universités, les centres de diffusion et les individus mêmes. Cette adhérence commune et généralisée s'expliquerait entre autres par la proximité et la polyfonctionnalité des acteurs du milieu, et donc par les références théoriques et artistiques assez homogènes qu'ils partagent. Ceux-ci fréquentent en effet souvent les mêmes vernissages, lisent les mêmes périodiques et ont étudié dans les mêmes universités. Ils sont souvent à la fois artistes, chargés de cours, membres d'un jury, rédacteurs dans un périodique, ou encore coordonnateurs de centres d'artistes, commissaires et chercheurs. Les exemples sont nombreux et diversifiés, mais le résultat final l'est moins. On assiste conséquemment à une uniformisation des lieux de diffusion et des discours sur les pratiques, qui s'observe entre autres par l'exigence d'un texte de démarche pour l'application des artistes à la plupart des bourses, des expositions, des concours et autres. Si cette exigence semble a priori constituer un exercice de monstration de la rigueur artistique, Lecoguiec estime toutefois qu'elle cache une autre exigence implicite, celle de parler aux membres du jury dans leur langage. Ce langage étant acquis dans la sphère universitaire, le passage de l'artiste à l'université devient presque obligé s'il veut s'insérer dans le milieu de l'art dit professionnel. Alors que mes collègues de maîtrise et moi étions en fin de parcours en arts visuels à l'UQAM, il était venu le temps de commencer à réfléchir à notre lieu d'exposition pour présenter notre projet de fin d'études. L'UQAM comporte un local destiné à la diffusion des projets des étudiants de deuxième cycle, le CEDEX. Beaucoup d'étudiants choisissent ce lieu par commodité, pour sa gratuité et son degré d'exigence assez moindre en termes de logistique, mais aussi parce qu'il n'exige pas de documents visuels, de textes de démarche, de description de projet et de CV. Il suffit simplement d'être étudiant à la maîtrise en arts visuels et de réserver sa plage horaire. Fait étonnant, le cahier des procédures du programme n'encourage pas vraiment le choix de ce lieu. Il y a d'ailleurs indiqué que l'étudiant peut sélectionner le lieu d'exposition de son choix pour cette étape cruciale, que ce soit une galerie, un centre d'exposition, la galerie de l'UQAM ou tout autre lieu qui se prêterait à son projet. Aucune mention donc du CEDEX et un accent surtout mis sur des lieux dont la programmation est établie par un appel de dossier, souvent pour l'année suivante. Il est donc simplement recommandé de se prendre d'avance, comme si l'acceptation du projet de l'étudiant dans ces lieux n'était qu'une question d'organisation. Or, il a semblé qu'il en est tout autrement. Dans le groupe Facebook géré et alimenté par les étudiants de maîtrise, une collègue a demandé, curieuse, si les autres étudiants annonçaient dans leur texte de présentation de projet destiné au lieu de diffusion que le projet soumis correspondait à leur exposition de fin d'études. Les réponses étaient unanimes. Il ne fallait surtout pas le dire, car les centres d'artistes étaient de moins en moins friands des projets de fin de maîtrise, puisqu'ils comportent en quelque sorte l'étiquette « pas encore professionnelle ». Un professeur l'avait même formellement dit à une étudiante. Il ne faut pas le dire, sauf si tu appliques pour la galerie de l'UQAM. Un autre étudiant a semblé soulagé d'avoir eu la réponse à une question qu'il ne s'était même jamais posée auparavant. Merci de poser ces questions, guys. Moi, je clamais haut et fort que c'était mon projet de fin de maîtrise, convaincu que j'avais justement l'air beaucoup plus professionnel. Il y a donc une formule magique que seuls quelques-uns connaissent et ont le pouvoir de transmettre ou non, qui garantit ou du moins facilite l'entrée dans les lieux dits officiels.
Il ne faut pas seulement transmettre un texte de démarche artistique et un texte de description du projet d'exposition lorsqu'on fait une demande à un centre de diffusion. Il faut également fournir notre curriculum vitae d'artiste, qui lui aussi est jugé selon un ensemble de codes implicites à respecter. Une autre question assez similaire avait été posée par une autre collègue dans le groupe Facebook. « Guys, est-ce que vous mettez le forum dans votre CV? » Pour vous mettre en contexte, le forum est un cours donné en fin de parcours dans le programme de maîtrise en arts visuels à l'UQAM, qui se termine par une présentation orale de notre projet de recherche-création. Plusieurs acteurs du milieu de l'art y sont invités, car il s'agit d'une opportunité pour les étudiants de promouvoir leur travail alors que leur parcours universitaire tire à sa fin. Le forum de ma cohorte ayant eu lieu, suivant le choix démocratique des étudiants, dans une coopérative alors encore en voie d'ouverture, l'endroit était encore passablement en construction et donc pas très glamour. Une étudiante a répondu à la question de notre collègue en suggérant de ne pas indiquer cette expérience à son CV, puisque la qualité du lieu laissait beaucoup à désirer. Un autre étudiant renchérit quant à lui sur le fait qu'il est préférable de retirer les expériences académiques du CV, puisqu'elles ne constituent pas des accomplissements professionnalisants, mais bien des passages obligés dans la vie universitaire. Et l'étudiante ayant posé la question de constater qu'outre ses expériences universitaires, elle n'a pas grand-chose à indiquer dans son CV. Elle se trouve donc en retard par rapport à ses collègues plus âgés, plus expérimentés, qui ont quant à eux un curriculum déjà beaucoup plus impressionnant et convaincant, mais qui connaissent aussi les secrets d'un CV d'artiste efficace. La bienveillance de mes professeurs, des artistes qu'ils ont invités et de mes collègues de classe, de même que ma propre participation active dans le milieu de l'art, m'ont amené à intérioriser plusieurs normes qui semblent tellement aller de soi qu'elles deviennent difficiles à remettre en question, voire impossibles à identifier. Ces normes se manifestent dans des démarches artistiques dont on exige de refléter les problématiques dites pertinentes par une communauté artistique homogène et dans des CV qui témoignent des accomplissements jugés légitimes par cette même communauté. Les cas de figure dont je vous ai fait part m'amènent à conclure d'une obligation implicite du milieu. Au contraire des travailleurs ordinaires, il semble préférable pour les artistes aspirant au titre de professionnels d'invisibiliser leur passage à l'université, paradoxalement nécessaire pour entrer dans le cercle très sélect du milieu de l'art dit professionnel. Les accomplissements listés sur le CV, dans la biographie ou la démarche devraient laisser croire que leur formation académique n'y est pour rien, que ce n'est pas là qu'ils ont appris à jouer le jeu, mais qu'ils sont plutôt entrés naturellement dans le système de l'art, que beaucoup vont même jusqu'à qualifier d'écosystème pour en bonifier l'aspect naturel. Rien n'oblige, bien entendu, à adhérer à ce type de professionnalisation académique, ni même à l'idée de professionnalisation de l'artiste en tant que tel. Mais il devient difficile d'imaginer d'autres modes de reconnaissance du travail artistique quand tous ceux déjà en place ne jurent que par et pour ce modèle de réussite individuelle. Merci.